15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de cette édition. Célébration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, une cérémonie organisée par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf. Et les États-Unis soutiennent la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La République de Djibouti a commémoré à l'occasion de Mouloud Nabi, la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, lors d'une grande cérémonie organisée par le Haut Conseil islamique au Palais du Peuple, sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barre. Cet événement célébré chaque année le 12 Rabi' al-Awwal 1416 du calendrier hégirien a réuni un large éventail d'érudits, de prédicateurs et de figures religieuses éminentes ainsi que de hauts responsables du département des affaires musulmanes. La commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, est un événement religieux de grande importance dans le monde musulman car elle rappelle le message éternel du prophète Mohammed qu'il a transmis à l'humanité. Un message prônant la paix, la miséricorde, la justice, des valeurs qui continuent d'inspirer des millions de musulmans à travers le monde, l'incitant à remplir leurs responsabilités envers leur religion et leur communauté. Les ulama du pays ont saisi cette opportunité pour évoquer l'importance de suivre la sira ou la biographie du prophète et de l'impliquer dans notre vie quotidienne en mettant en lumière des aspects de la vie du prophète qui incarne la miséricorde et la justice. Et le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Raouki Qaurah Fatah, a souligné dans une intervention l'importance de cette occasion, affirmant que la célébration du Mouloud al-Nabi est une opportunité de renouveler l'engagement envers les valeurs de l'islam et les enseignements du prophète qui prône l'amour et la tolérance. Cheikh Raouki a présenté les efforts, les activités et les programmes variés du Conseil visant à promouvoir les valeurs nobles prônées par le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, ainsi que le rôle crucial des ulama dans la sensibilisation de la communauté à l'importance de ces valeurs. Il a également profité de cette occasion pour féliciter le président de la République et le peuple djiboutien à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de notre bien-aimé prophète qui tombe chaque année le 12 Rabi' al-Awwal du calendrier hégirien. Et de son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, a insisté sur l'importance de cette commémoration qui est célébrée par l'ensemble du monde musulman, soulignant qu'elle ne vise pas seulement à honorer la vie du prophète, mais aussi à réaffirmer l'adhésion aux nobles valeurs prônées par l'islam. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de la naissance du bien-aimé prophète, paix et salut et bénédiction soit sur lui, envoyé par Allah Tout-Puissant comme miséricorde pour les mondes. C'est l'occasion de réfléchir à la grandeur de notre religion et à l'impact que le prophète de l'islam a eu sur l'humanité tout entière. À cette occasion, j'ai le plaisir, a poursuivi le ministre, de présenter mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'au peuple djiboutien. Nous demandons à Allah Tout-Puissant de nous accorder les célébrations, l'anniversaire du prophète avec davantage de foi, de certitude, de bienfaits, de bénédictions, de sécurité et de paix. Et à l'instar des autres pays musulmans, Djibouti donc commémore la naissance au Mouloud de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. La suite dans cette séquence. La célébration reflète l'amour et le respect que porte le pays à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en soulignant l'importance capitale du message qu'il a apporté à l'humanité entière. Les festivités incluront traditionnellement diverses activités religieuses et sociales, telles que des rassemblements religieux avec la récitation du Coran, la diffusion des chants et des poèmes louant les qualités morales et les vertus du sceau des prophètes et des messagers. Notons que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une occasion religieuse majeure, marquée par la fermeture des écoles, des administrations publiques et du secteur privé à Djibouti.
Elle constitue un moment annuel pour les musulmans de manifester leur gratitude envers la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a apporté le message de l'islam au monde. Cet événement est un rappel annuel de l'importance des enseignements islamiques qui prônent la paix, la tolérance et la justice. Il représente aussi une opportunité pour renforcer les liens sociaux et moraux au sein des communautés musulmanes. Il convient de rappeler qu'avant l'avènement de l'islam, l'humanité était marquée par des divisions politiques et des conflits incessants entre tribus. L'idolâtrie prédominait avec une société marquée par la corruption morale, la discrimination à l'égard des femmes et l'oppression des plus vulnérables. Cependant, avec l'arrivée de l'islam, le prophète a opéré un changement radical appelant à l'unicité de Dieu, à l'abandon de l'idolâtrie et une forme sociale en insistant sur l'égalité entre les êtres humains, en accordant des droits aux femmes et aux enfants et en prônant la justice et la protection des droits de l'homme. Enfin, la célébration de cet événement religieux ne se limite pas à rappeler la naissance du prophète, mais vise également à mettre en avant les valeurs et principes établis par l'islam qui continuent d'inspirer plus d'1 milliard. Dans l'actualité également, une délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a pris part au 10e Forum des cultures unies qui s'est tenu du 12 au 14 septembre à Saint-Pétersbourg en Russie sous le thème de la culture du 21e siècle, souveraineté ou mondialisme. Le forum a réuni 1700 représentants de Russie et de l'étranger avec la participation de plus d'une centaine de pays. La session de lancement a été effectuée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, au sein de l'Ermitage, lieu hautement symbolique. Il a longuement insisté sur l'importance de la culture et la nécessité de la développer pour plus de compréhension et de respect mutuel dans le monde. Il a également fait état de l'attachement de la Russie aux valeurs culturelles et à ses traditions au même titre que chaque peuple de tout pays. Cette session a été suivie par la rencontre des ministres ou leurs représentants venus de différents continents au Palais de Marbre qui ont intervenu sur les perspectives de la coopération culturelle internationale et de prime abord, l'hôtesse de lieu, la ministre russe de la Culture, a souhaité la bienvenue à ses invités puis a mis l'accent sur l'importance d'une coopération culturelle entre les pays. Elle a présenté un projet de concours intitulé Intervision auquel elle a invité les pays à participer avec à la clé un prix de $1 million. Les différents ministres intervenants à leur tour ont rappelé les grandes lignes de leur politique interne en matière culturelle pour ensuite appeler à un meilleur échange culturel pour la construction des liens entre les différents États. Et quant au Dr Hibo Moumin Assowe, elle a d'abord introduit son discours sur le soutien de Djibouti au peuple palestinien, puis elle a souligné que la coopération culturelle n'était pas simplement un échange entre nations, mais un socle sur lequel étaient construits les ponts de compréhension. Peuple djiboutien, notre profonde solidarité avec le peuple palestinien qui endure des souffrances intolérables. Ensuite, je tiens à féliciter la Fédération de la Russie pour le développement du concept de dialogue culturel mondial dans la compréhension et le respect mutuel, un concept largement partagé par la République de Djibouti et que cet événement illustre très bien. En effet, la coopération culturelle n'est pas seulement un échange entre nations. Elle constitue les socles sur lesquels nous construisons des ponts de compréhension, de paix et de solidarité entre le peuple. Djibouti, petit pays dynamique, se situe au carrefour de plusieurs cultures, fait de lui un terrain fertile pour le dialogue interculturel et les partages de savoir. Nous sommes profondément convaincus que ces échanges sont des moteurs essentiels pour la paix et la prospérité mondiale. Permettez-moi aussi de vous dire que le 1er novembre de chaque année, Djibouti célèbre la journée nationale et africaine de la jeunesse en mettant à l'honneur la culture d'un pays. Et cette année, nous espérons accueillir le Soudan, grand pays en guerre fratricide actuellement. Et nous espérons que vraiment nous leur souhaitons de retrouver très rapidement la paix. En outre, nous voyons dans la coopération culturelle internationale une opportunité stratégique pour aborder les défis communs auxquels nous faisons face. La promotion de la culture peut jouer un rôle essentiel dans la sauvegarde de notre environnement, mais surtout de nos savoir-faire traditionnels. De plus, les initiatives culturelles peuvent stimuler le développement économique local par le biais du tourisme et des industries créatives.
Pour avancer dans cette direction, nous devrions continuer à investir dans les collaborations internationales et à soutenir des projets culturels innovants. Djibouti est prête à renforcer ses partenariats et à participer activement à des initiatives qui promouvent la diversité culturelle et l'inclusivité. En conclusion, je tiens à exprimer notre gratitude à la Fédération de la Russie pour l'accueil chaleureux et la solidarité, mais aussi pour l'organisation formidable de ce forum. Nous remercions aussi tous les participants pour leur engagement en faveur de la promotion des échanges culturels. Ensemble, nous pouvons construire des ponts plus solides entre nos cultures et garantir un avenir où chaque voix, chaque histoire est respectée et célébrée. Je vous remercie. Le contre-amiral Massimo Buno, commandant de la force de l'opération EUNAVFOR Aspide, a effectué une visite de courtoisie à la direction générale de la garde-côte où il a été accueilli par le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne. L'opération EUNAVFOR Aspide est une opération militaire de défense menée par l'Union européenne en réponse aux attaques contre le transport maritime international en mer Rouge. Le contre-amiral Massimo Buno a été accueilli avec les honneurs dus à son rang par les troupes d'honneur de la garde-côte djiboutienne et les officiers de l'institution. Au cours de cette visite, le colonel Waïs Omar Boghoré a présenté les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Mercredi 11 septembre 2024, le contre-amiral Massimo Buno, commandant de la force de l'opération EUNAVFOR Aspide, a effectué une visite à la direction générale de la garde-côte où il a été accueilli par le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne. L'opération EUNAVFOR Aspide est une opération militaire de défense menée par l'Union européenne en réponse aux attaques contre le transport maritime international en mer Rouge. Le contre-amiral Massimo Buno a été accueilli avec les honneurs dus à son rang par les troupes d'honneur de la garde-côte et les officiers de l'institution. Au cours de cette visite, le colonel Waïs Omar Boghoré a présenté les missions et les capacités opérationnelles des gardes-côtes ainsi que les infrastructures et les installations de l'institution. Cette présentation a été suivie d'une discussion fructueuse sur les points d'intérêt commun en matière de sécurité maritime dans la région. Le colonel Waïs Omar Boghoré et le contre-amiral Massimo Buno ont également souligné l'importance de la collaboration entre les institutions, ce qui permet de renforcer la sécurité maritime dans la région. La visite s'est terminée par un échange de cadeaux et une photo de groupe pour immortaliser cet événement. Cette visite témoigne de l'importance qu'accorde la garde-côte djiboutienne à la coopération internationale en matière de sécurité maritime et de la volonté de renforcer les liens avec les institutions des pays amis. Les éléments de la garde-côte djiboutienne, dirigés par le colonel Waïs Omar Boghoré, sont mobilisés et vigilants pour sécuriser nos eaux territoriales. Dans l'actualité, toujours, la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Emmanuel Guyanano, s'est rendue mercredi dernier dans la région d'Ali Sabié. Dans son déplacement, elle était accompagnée par Artan Saïd, spécialiste du programme gouvernance, et Oumaima Eneifer, chargé du projet Finding Windows. Cette visite est organisée à l'initiative du président du conseil régional, Charmaké Hassan Allalé. Elle constitue une occasion précieuse pour discuter des partenariats afin de soutenir les initiatives de développement local. À son arrivée dans la région d'Ali Sabié, la chef du PNUD à Djibouti et ses accompagnatrices ont été accueillis chaleureusement au siège de l'instance régionale par la préfète par intérim, Saïda Waberi Assoué, le président de ces institutions, Charmaké Hassan, et des élus locaux et de nombreuses femmes confectionneuses de produits artisanaux. Peu après son arrivée, la représentante résidente du PNUD s'est entretenue avec les autorités régionales, les présidents des comités dirigeants
des organisations de la société civile et les femmes membres de la coopérative de l'artisanat et d'autres porte-voix influents des habitants de la région sur les projets de développement en cours et sur ceux en quête de perspectives de financement. En premier, le chef du conseil régional a ouvert le débat par un discours et il a rappelé donc que cette visite marquait un moment important dans la collaboration de longue date avec le PNUD, une organisation qui depuis 1979 soutient Djibouti dans la recherche de solutions innovantes aux défis de développement. Après les interventions des uns et des autres, le directeur de l'Avas, Ali Farah Jama, a présenté à l'aide d'une projection l'historique de son institution qui a pour mission principale le ramassage des détritus ménagers de la ville. Il a parlé des moyens financiers et matériels roulant à la disposition de l'Avas et les stratégies mises en place à travers les conseils de quartier pour assurer une meilleure gestion des ordures ménagères. Et à l'issue de cette réunion, la représentante du PNUD à Djibouti a remis au président du conseil régional un lot de matériel bureautique destiné aux antennes de ces institutions édifiées dans les sous-préfectures de Hol-Hol et de Ali Adé notamment. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la représentante résidente du PNUD. Je voudrais avant tout propos vous remercier très sincèrement pour l'accueil très chaleureux et très expressif de la délégation que je conduis ici ce matin. Et vous remercier pour la collaboration que nous avons entamée depuis plusieurs années, comme a si bien dit Monsieur le Président du Conseil régional, sur plusieurs volets. Je pense que la pièce qui manquait au maillon, c'était de formaliser à travers une visite de terrain. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Donc nous sommes heureux, le programme des Nations Unies pour le développement est au service des populations, au service des autorités nationales pour pouvoir accompagner les efforts donc, de développement du pays. Aujourd'hui, l'idée d'accompagner la proximité du service fait par le Conseil régional et les autorités nationales au service du citoyen nous a semblé une idée pertinente et nous apportons donc notre petite pierre à l'édifice qui est déjà bien solide. Et la préfète par intérim de la région d'Ali Sabié, Saïda Ouaberi, s'est également réjouie de la visite de la représentante résidente du PNUD dans la région d'Ali Sabié. On l'écoute. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans la région Assadjok et Benindjok. Votre visite est un moment significatif pour nous. Elle symbolise non seulement le renforcement de notre partenariat avec le PNUD, mais aussi notre engagement commun au développement durable et à la prospérité régionale. Nous sommes honorés par l'intérêt et le soutien que vous apportez à notre région. Le PNUD joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des efforts locaux pour surmonter les défis des développements et saisir les opportunités de croissance. Votre présence ici témoigne de votre volonté de collaborer étroitement avec nous pour promouvoir des solutions innovantes et efficaces face aux enjeux que nous rencontrons. Je souhaite que cette rencontre soit l'occasion de partager nos perspectives, d'identifier des synergies et de définir des actions concrètes qui contribueront au développement de la région. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler des femmes commerçantes djiboutiennes qui est un pilier du secteur des habits et des produits ménagers notamment. C'est un document de la rédaction. L'économie informelle, où les femmes dominent largement, est un pilier pour de nombreux ménages djiboutiens. Les femmes commerçantes djiboutiennes qui vendent des habits et des produits ménagers jouent un rôle crucial en garantissant l'accès à des biens indispensables à des prix abordables. Souvent situées dans des marchés locaux ou des zones urbaines densément peuplées, elles fournissent des vêtements, des ustensiles de cuisine, des produits de nettoyage et bien d'autres. Beaucoup de ces femmes commencent avec des ressources modestes, souvent dans des boutiques des quartiers ou sur les marchés, mais elles aspirent à se développer. Grâce à l'essor des technologies, certaines parviennent même à élargir leur portée en s'appuyant sur des plateformes numériques pour attirer une clientèle plus vaste.
En tant que commerçante, je suis fier de contribuer à l'économie locale. Cela fait plusieurs années que je vends des vêtements et des produits ménagers dans mon quartier. J'ai commencé avec peu de moyens, mais grâce à ma connaissance des besoins de familles djiboutiennes et à ma passion pour l'entrepreneuriat, j'ai réussi à développer mon commerce. Aujourd'hui, je vois des clientes revenir régulièrement car elles savent que je propose des produits de qualité adaptés à leurs attentes. Cependant, nous faisons face à plusieurs défis, notamment l'accès limité au financement et la concurrence accrue des produits importés. Malgré tout, nous restons déterminés à innover et à nous adapter. Avec davantage de soutien, comme des microcrédits et des formations, bien sûr, je travaille, négocier avec les autorités locales et obtenir en fin de compte des formations en gestion d'entreprise. Le commerce des habits et des produits ménagers va bien au-delà de l'aspect économique. Il permet aux femmes, surtout les jeunes filles de 20 ans, de prendre une place centrale dans la société. Pourquoi ? Parce que ces rôles actifs dans le commerce leur donnent une certaine indépendance financière et les rend plus autonomes. De plus, ces commerçantes sont souvent des modèles pour la nouvelle génération. Elles montrent à leurs filles qu'il est possible d'être à la fois mère et chef d'entreprise. Leur engagement dans des réseaux des femmes d'affaires renforce la solidarité entre elles, créant des espaces de partage d'expériences et d'entraide. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr, la suite de notre journal. C'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Direction la ville blanche dans le cadre de la célébration de la journée internationale d'alphabétisation. L'inspection régionale de l'éducation de Tadjoura a abrité durant la journée du mercredi dernier une table ronde sur la réflexion du programme national d'alphabétisation. Cette commémoration a été l'occasion de souligner le rôle essentiel que l'alphabétisation joue dans l'édification de la société, l'identification des défis à relever et la promotion de l'alphabétisation pour une société durable. Cette réflexion a vu la participation des autorités locales, du préfet adjoint Habib Gilani, du vice-président du conseil régional Abdelkader Omar, du coordinateur du projet et des directeurs des écoles et des responsables des deux inspections régionales de Tadjoura et pour la région d'Obok. En nouvelle du monde à présent, à Gaza, au moins un quart de blessés ont besoin d'une rééducation longue selon l'OMS. L'augmentation considérable des besoins en rééducation se produit parallèlement au fait que le système de santé est décimé et a déclaré un représentant de l'OMS dans le territoire palestinien occupé. Au moins un quart de personnes blessées depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza auront besoin de suivre un programme de rééducation de longue durée, a souligné l'OMS. Seuls 17 des 36 blessés de ces trois territoires palestiniens sont opérationnels, mais partiellement, et les activités de soins de santé primaires sont fréquemment suspendues ou inaccessibles en raison de l'insécurité, des attaques et des ordres d'évacuation répétés, relève l'OMS. Les États-Unis pour 2 sièges africains permanents au Conseil de sécurité. Les États-Unis se disent favorables à l'octroi de 2 nouveaux sièges permanents pour les pays africains au sein du tout-puissant Conseil de sécurité de l'ONU. L'annonce a été faite par l'ambassadrice des États-Unis de l'ONU, Linda Thomas Greenfield, lors d'un discours devant le Conseil des relations extérieures. L'Afrique dispose de 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité. Selon Linda Thomas, cela ne permet pas aux pays africains de s'exprimer suffisamment. Toutefois, la diplomate américaine a ensuite déclaré que Washington s'opposait à l'octroi d'un droit de veto aux pays africains qui détiendraient les 2 sièges permanents, car ce droit de veto rendait le travail du Conseil de sécurité dysfonctionnel.
Et enfin, climat, les récentes inondations dévastatrices ont fait près de 900 morts et 3,5 millions de personnes sinistrées de la Guinée au Tchad en passant par le Nigeria. Au sud de Maïdougourou, la capitale de l'état de Borno au Nigeria, l'effondrement du barrage d'Alto est venu empirer la situation des populations déjà exposées à la précarité, l'insécurité alimentaire et aux conflits régionaux. Les organisations humanitaires indiquent 340 morts depuis juillet, 60 000 têtes de bétail noyées, 160 000 maisons détruites et 25 000 hectares de cultures submergées compromettent les futures récoltes. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.